L'Angléco avec François Langlais. Benoît Hamon, vous allez être interpellé par François et bien entendu, vous lui répondrez dans quelques instants. Bonjour François. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Hamon. Bonjour Monsieur Langlais. Alors vous avez une vision de l'économie, du travail, de ces transformations. On peut la discuter, mais elle est là. Ce qui me frappe pour autant dans votre programme, c'est le déséquilibre entre la redistribution et la production. Je m'explique. Vous voulez redistribuer davantage avec ce projet d'allocation universelle, avec l'augmentation des minima, l'élargissement des allocations familiales. Du coup, vous allez prélever davantage, et en particulier sur les entreprises. Taxe sur les robots, allègement de charges rabotées, le fameux CICE, et puis impôt sur ce que vous appelez les super profits. Soit. Mais qu'est-ce que vous faites pour rendre les entreprises plus compétitives, pour faire monter en gamme l'économie française, pour rendre la formation professionnelle plus efficace, pour rendre la France plus attractive aux yeux des investisseurs étrangers? En un mot, qu'est-ce que vous faites pour qu'il reste quelque chose à prélever? Pour que la redistribution n'asphyxie pas la production? Et est-ce que vous ne prenez pas le risque, avec cette politique, de provoquer la fameuse fin du travail que vous croyez voir venir? Tout ça, ça m'a rappelé une phrase d'un ministre de l'économie socialiste, c'était il y a 20 ans, qui disait, pour répondre d'ailleurs à des critiques de gauche sur sa politique, Marx a écrit « Le capital et pas la sécurité sociale ». Excellent. Je crois que ce sont des propos qu'on prête à Dominique Strauss-Kahn. Oui, absolument. Voilà, citons-le. Il y a 20 ans, c'était effectivement lui qui était à Bercy. C'était une question. Ah oui, c'est une question. Oui. C'est la question, c'est pour distribuer, il faut produire. Mais vous avez entièrement raison. Et c'est pour ça qu'un examen plus attentif de mon programme vous apportera toutes les réponses aux questions que vous vous posez justement sur le soutien aux entreprises. D'abord, moi je suis favorable à la baisse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour les PME, TPE et entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices et leurs profits. Je pense qu'il faut moduler l'IS en fonction de l'usage qui est fait des profits. Je suis favorable à ce que 50% de la commande publique aille à nos entreprises par le biais la réservation des marchés publics pour 50% de leur montant aux PME, aux TPE de nos territoires. Ce sont les entreprises françaises ou les entreprises même étrangères installées en France? On ne peut pas les réserver aux entreprises françaises, nous serions en contradiction avec le droit européen. Tout à fait. Donc ce sont évidemment des entreprises dans les territoires qui peuvent être étrangères, mais de facto quand on les réserve aux PME, aux TPE, elles ont beaucoup plus de chances sur nos territoires d'être françaises que d'être étrangères. L'impact est évidemment un impact important parce que la commande publique aujourd'hui, c'est un levier d'investissement considérable. Donc je m'intéresse à cela comme à la formation demain au métier de demain et surtout à la façon dont nous allons mettre en œuvre un vrai plan de création d'emplois dans des filières qui ont besoin d'être structurées et qui sont identifiées par France Stratégie comme les principales filières où existent les gisements d'emplois. Les métiers des services à la personne, les métiers du soin, la prise en charge du vieillissement, les énergies renouvelables sont autant de filières dans lesquelles nous avons besoin d'investissement. D'où ma proposition de mettre 100 milliards d'euros sur la table sur la rénovation urbaine et thermique comme un des grands enjeux en matière de sobriété, d'efficacité énergétique demain et d'évolution de l'habitat, ce qui aura là aussi un impact considérable sur notre économie. Donc je m'intéresse à cela, mais je pense et c'est le point sur lequel je voudrais vous répondre d'un mot, il est très frappant de constater que les pays dans lesquels la croissance finalement a le plus de mal aujourd'hui à revenir sont des pays qui sont de plus en plus inégalitaires. Et j'observais une étude qui ne vous a sans doute pas échappé de l'OCDE qui montrait que sur les 20 dernières années, nous avons perdu 4 points de croissance dans la moitié des pays à raison de l'augmentation des inégalités. Plus il y a d'inégalités, moins il y a de croissance. En France, le rapport est passé de 1 à 7 entre les 10% de personnes les plus riches, les 10% des personnes les plus pauvres, de 1 à 7 à 1 à 10. Réduire les inégalités, c'est redonner du pouvoir d'achat. Quand on a du pouvoir d'achat, on consomme et on remplit aussi le carnet de commandes des entreprises. C'est évidemment des moyens de réduire les inégalités, mais c'est pas le seul et c'est probablement pas le plus durable. C'est-à-dire qu'il y en a un autre, il y a un levier qui est beaucoup plus efficace, c'est la formation. On a appris tout récemment qu'il y a aujourd'hui en France 1,7 million de jeunes sans emploi ni formation en France. Les fameux NEET, vous savez en anglais. Ça représente 15% des 15-29 ans, c'est beaucoup. Avec votre programme, ils vont avoir une allocation, le super RSA. Mais qu'est-ce que vous en faites? Et notamment les 20-29 ans qui sont normalement, qui devraient être engagés dans le marché du travail. Écoutez, l'enjeu de la formation, Parce que ça aussi, c'est pour faire monter en gamme l'économie. Absolument, mais je suis là-dessus, nous sommes 100% d'accord. C'est la raison pour laquelle le chapitre qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, le lien entre les 3 dernières années de lycée et les 3 premières années d'enseignement supérieur est un chapitre important de mon projet. C'est une partie de l'enseignement supérieur. Il y a aussi l'enseignement professionnel là-dessus. Vous êtes peu disert. Non. Moi, je souhaite depuis longtemps, non seulement qu'on revalorise l'enseignement professionnel, mais que les poursuites d'études soient possibles là où elles le sont prévues,
normalement par les textes entre l'enseignement professionnel et les BTS, entre l'enseignement technologique et les IUT, là où elles se font mal aujourd'hui. Mais ce rapport entre ce que l'on prépare quand on est au lycée et ce qui se passera après, le développement de l'alternance dans l'enseignement supérieur font partie de mes priorités, justement pour augmenter le niveau de qualification des jeunes diplômés français et qu'ils puissent répondre à ce que sont les besoins de notre économie et de nos entreprises. Je veux consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires à l'enseignement supérieur et à la recherche par an. 5 milliards sur le quinquennat. Ça, c'est de l'investissement. Qui me dira que cet argent-là est un argent mal dépensé, là où il améliorera le niveau de formation de nos diplômés et où il permettra à nos laboratoires de recherche de mieux travailler. Le problème, c'est qu'il va falloir que vous préleviez davantage, et notamment cette fameuse taxe sur les robots. C'est une taxe sur l'innovation, finalement, absolument sur les pas. machines. Mais absolument pas. Ce que je veux, c'est une contribution sociale sur la richesse créée. Ça s'appelle un impôt. Appelons les choses par leur nom. Expliquons ce que je veux. Alors, ce que je souhaite, c'est que là où nous constatons que l'automatisation se traduit par des destructions d'emplois, que pour autant l'entreprise ne gagne pas moins d'argent, qu'elle en gagne plus, il puisse y avoir une contribution sociale prélevée sur la richesse créée par les robots, et que cette contribution aille financer quoi ? Un fonds de retour à l'emploi pour les personnes qui auraient perdu leur emploi. C'est la stricte symétrie avec la proposition de Bill Gates pour les États-Unis. La symétrie. Il propose exactement la même chose. Et on ne peut pas dire que M. Gates n'y connaisse rien en robots, en machines et en ordinateurs. Un peu plus que vous et moi. Il s'est même beaucoup enrichi. Dans un environnement fiscal qui est très différent. Oui, d'accord. On peut toujours trouver des différences. Ce qui est assez amusant, c'est que quand, évidemment, c'est la proposition de Benoît Hamon, elle est moins intéressante, que ça devient celle de Bill Gates. Elle est un peu plus qualifiée. Non, pas du tout. On peut être milliardaire et dire des bêtises, ça peut arriver aussi. Non, ça arrive, et je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est aussi pour cela que une des mesures que je propose, vous l'avez dit, la taxe sur les super profils ne concernera que le système bancaire. D'abord parce que le risque systémique, s'il existe, justifie aujourd'hui que nous regardions de quelle manière, sur les marchés spéculatifs, les activités bancaires continuent à se développer et peuvent être mises à contribution pour financer des politiques qui sont des politiques qui, elles, maintiennent la solidarité et le lien social. Et oui, je créerai une taxe sur les super profits des banques parce que je considère aussi que c'est le juste retour des efforts faits par la puissance publique, par le contribuable, pour réparer la situation laissée par les banques au moment de la crise des subprimes. Merci François Langlais, merci Benoît Hamon. C'est l'une des informations de cette matinée. Alors Bill Gates, Benoît Hamon, même combat. Et donc dans quelques instants, vous répondez aux questions d'Elisabeth Martichoux pour le grand entretien politique de cette matinée. RTL Matin, 7h44. Question pouvoir d'achat, il y a... Hamon, bonjour à tous. Bonjour. Mais que diable êtes-vous allé faire dans cette galère, Benoît Hamon? Vous qui n'étiez pas du genre à dire que vous rêviez d'être président de la République, vous qui étiez même tranquillement installé dans ce courant de la gauche du PS avec un rôle à chaque congrès, un rôle même tout court, tantôt au MJS, tantôt au NPS, tantôt porte-parole du PS. Vous qui avez toujours été comme un poisson dans l'eau dans cette gauche teintée d'utopie qui, une fois au pouvoir, refuse les compromis. Vous qui rêviez d'une opposition toujours plus radicale jusqu'à en devenir un frondeur. Vous qui avez été le plus jeune député socialiste européen. Vous qui avez pris grand plaisir en tant que ministre de l'économie solidaire à faire voter une loi sur la protection des consommateurs. C'est pas la même, hein. Il y en a 2 lois. 2 lois. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Benoît Hamon, vous qui aviez un privilège de rente? Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire le grand saut? Vous étiez tranquille dans votre couloir. Et puis il y aurait toujours besoin d'un Benoît Hamon pour rappeler aux sociotraîtres qu'il existe une autre ligne que la leur. Là, on vous retrouve tombeur de Valls et de Montebourg avec l'impression que c'est un peu trop gros pour vous. On vous retrouve apôtre du revenu universel avec la fâcheuse impression que vous théorisez la fin du travail. Mais surtout, on vous retrouve les mains dans la petite cuisine politicienne à négocier pendant des semaines des postes, des bouts de programme, avec les Verts, avec vos anciens collègues du gouvernement, avec les radicaux. On vous retrouve avec un art de la synthèse qui n'est pas sans rappeler un certain François Hollande, ou bien, si vous préférez, Benoît Hamon, la synthèse à la François Mitterrand d'avant Épinay. Alors, ma question, Benoît Hamon, elle est toute simple. Est-ce que vous êtes vraiment candidat à la présidentielle, ou est-ce qu'au fond, vous êtes candidat au poste de premier secrétaire du PS? Moi, je suis candidat pour améliorer la vie de mes concitoyens. Je considère aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison
que le progrès économique ne se traduise pas par une amélioration des conditions d'existence de mes compatriotes. Et pour commencer, de celles et ceux dont j'ai le sentiment qu'ils ont consenti les sacrifices les plus importants sur la dernière décennie. C'est là ça tout le sens de ma démarche. Et on peut l'habiller de choix politiques qui m'amènent aujourd'hui à vouloir rassembler ma famille. Vous pouvez appeler ça de la cuisine politicienne, mais si je n'essayais pas de rassembler ma famille, on dirait que je suis sectaire. Donc dans tous les cas, on perd. Donc oui, j'essaie de rassembler ma famille. De temps, mais ce n'est pas facile de rassembler la gauche. Ça n'a jamais été facile. François Mitterrand disait que l'unité de la gauche est un talisman qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Je ne le laisse pas tomber. J'y suis attaché parce que je crois aussi au clivage droite-gauche dans une élection. Je ne pense pas que nous sommes passés, ou nous sommes arrivés dans une période où finalement on pourrait concilier Zemmour et Césaire, tout réconcilier, et ça n'existe pas. Et ma conviction profonde aujourd'hui, c'est qu'il faut incarner des clivages politiques pour proposer des options que lucidement, librement, les Français choisiront. Mais je préfère un débat tenu avec clarté, ce que j'essaye de faire, plutôt qu'un débat confus. Mais si vous échouez, est-ce que vous considérez que vous n'êtes plus qualifié pour devenir premier secrétaire du PS ? Comme je suis candidat à l'élection présidentielle... Mais si vous échouez dans la perspective, il y a des hypothèses. Je suis candidat à l'élection présidentielle, je me moque totalement de savoir qui succédera à Jean-Christophe Cambadélis. Mais est-ce que vous comptez sur cette campagne présidentielle pour vous permettre ensuite, en cas d'échec, de mettre la main sur le PS? Mais vous vous rendez compte de la non mais attendez, arithmétiquement vous étiez favori pour la primaire. Arithmétiquement, vous n'êtes pas favori pour la présidentielle. Je n'étais absolument pas favori, d'ailleurs pas favori ni des rédactions, ni d'aucun institut de sondage. J'étais entre 6 et 10%. Dans les dernières semaines, on a vu une tendance, une dynamique à Mons. Mais personne n'avait imaginé que je puisse être élu à la primaire, pas plus vous que qui que ce soit. J'ai été élu à la primaire avec 58% des voix, là où 2 millions d'électeurs se sont déplacés de gauche. Aujourd'hui, il y a une élection présidentielle. Cette élection, elle me mobilise, mais 200% de mon temps. Je n'ai aucune minute à consacrer à ce que pourra devenir la future majorité du PS, sans que cela veuille dire que je méprise en quoi que ce soit les militants, les bénévoles, ceux qui y travaillent. Mais ça n'est pas aujourd'hui un objectif qui me concerne en quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai plutôt le sentiment que ceux qui préparent le coup d'après ne sont pas à chercher derrière mes partisans. Moi, je suis aujourd'hui concentré sur quoi ? Sur le fait d'essayer de proposer aux Français un chemin. Vous êtes le candidat socialiste à la présidentielle. Oui, de la gauche, oui. La famille socialiste doit vous intéresser un petit peu, j'imagine. Mais Alba Ventura... Vous voyez dans quel état est le Parti socialiste aujourd'hui ? Non mais d'accord. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut parler, puisque vous parliez de mon programme et vous dites l'art de la synthèse, est-ce qu'on peut revenir sur ce programme ? Et en quoi il serait... Non, on va y revenir sur le programme, on a 2 heures pour ça. Oui, d'accord, mais on commence par quoi ? Par le fait de savoir si, oui ou non, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc Alba Ventura, vous êtes la dernière au courant, mais je vous le confirme. Vous comprenez bien qu'on perçoit qu'il y a pour l'instant des difficultés dans votre campagne, des difficultés pour vous imposer et des difficultés pour que vous soyez le candidat, je dirais, incontestable de la gauche tout entière. C'est la question de la gauche qui est posée. Et c'est celle que nous posaient d'ailleurs nos auditeurs ce matin dès très tôt sur notre antenne. Mais c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à vouloir convaincre et à convaincre sur le fond. Moi, la meilleure manière d'éviter de plonger dans ce qui aurait été une querelle interminable sur le bilan positif ou négatif du quinquennat, par exemple, qui divise profondément la gauche, c'est justement de se tourner vers l'avenir. Quand j'ai parlé d'un futur désirable, dont je dis qu'il est possible, quand j'ai évoqué les questions de santé environnementale, quand j'ai évoqué les questions liées au revenu universel, c'est-à-dire à la protection sociale de ce siècle, qui tiennent compte justement des transformations du travail, j'ai essayé d'imaginer ce futur désirable. Et c'est la seule manière de reconstruire un rassemblement. Si je me penche sur ce qui s'est passé, je ne trouverai finalement autour de moi que des femmes et des hommes qui se chercheront querelles. Eh bien, j'essaye de dépasser les querelles et de penser à l'avenir. Eh bien, on va voir si votre futur est désirable vu des régions tout de suite avec Francis Brochet, notre confrère qui est éditorialiste au Progrès et au Dauphiné. RTL Matin, 7h17, Yves Calvi est notre invité des petits déjeuners de la présidentielle, Benoît Hamon. C'est la semaine nationale de lutte contre le cancer et dont l'émission... C'est à vous. Oui, bonjour. J'ai suivi hier la présentation de votre programme. Il y a une mesure que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que vous promettez, si j'ai bien compris, à tous les Français d'avoir à moins de 30 minutes de chez eux tous les services publics de base, une école, une crèche, un médecin. C'est sympathique, mais vous faites comment ? D'abord, c'est plus que sympathique, c'est indispensable.
Aujourd'hui, je souhaite qu'il y ait des garanties de service public. Une garantie de service public, c'est pouvoir, quand on est dans un désert médical, avoir accès à un médecin sans devoir attendre 10 jours pour avoir un rendez-vous. C'est le cas aujourd'hui dans plusieurs territoires en France, d'ailleurs des territoires urbains très difficiles ou des territoires ruraux. C'est imaginer demain être à moins de 30 minutes d'un accueil de jour Alzheimer. C'est être à moins de 30 minutes d'une crèche, à moins de 30 minutes de tous ces services publics indispensables. L'intérêt d'inscrire dans la loi une garantie de service public, c'est qu'elle sera d'abord opposable à toute fermeture. Fermeture d'une école, fermeture d'une gare, fermeture d'un bureau de poste, dont l'impact, il faut se regarder aujourd'hui sur les conditions d'existence de nos compatriotes qui sont dans ces déserts de services publics sont considérables. L'impact est vraiment très important. Il est d'ailleurs très politique. J'observais que dans les études, là où on ferme des services publics en milieu rural, le score du Front National augmente immédiatement de plusieurs points, voire 10 points, chaque fois qu'on ferme un bureau de poste. Oui, mais la Poste, la SNCF ont des problèmes financiers. Que vous les forcez à garder ouverts des gares ou des bureaux. Oui, mais elles participent d'une politique d'aménagement du territoire. Et on ne peut pas avoir de grandes entreprises publiques qui aujourd'hui se soustraient à ces obligations, qui sont des obligations de service public et d'aménagement du territoire. Et les médecins, pardonnez-moi, et les médecins à 30 minutes, on les oblige aussi à s'installer? Non, je ne suis pas favorable à la coercition dans ce domaine-là. Je suis favorable à la mise en place d'une mission nationale de l'accès aux soins qui va recenser à peu près tous les territoires où les besoins existent. Et nous, je veux encourager l'installation de ces médecins, ça se fait déjà, on peut le faire de manière fiscale, on peut le faire en finançant ce qu'on appelle les fonctions support. Non, mais on peut renforcer les moyens consacrés à cela, on peut faciliter l'installation du conjoint et l'accès à l'emploi du conjoint, mais il faut trouver des solutions qui permettent, à travers les maisons de santé et les centres de santé, de pouvoir justement avoir des lieux pluridisciplinaires dans lesquels on trouve une infirmière libérale, un kinésithérapeute, un médecin généraliste et un médecin spécialiste, le cas échéant, pour pouvoir permettre, d'ailleurs plusieurs médecins généralistes sur les territoires, pour pouvoir permettre cet accès aux soins. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est plus possible aujourd'hui, finalement, que on considère que vis-à-vis de la santé, on accepte le principe des déséquilibres qui expliquent que pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, il faille passer par des mois d'attente, que pour avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste, soit on va en consultation libre, ça dure très longtemps, soit on attend, avec un peu de chance on guérit, ou alors on va aux urgences. Et c'est aussi la raison pour laquelle je veux qu'adossé au service des urgences, on puisse avoir des lieux dans lesquels exerceraient leur métier des médecins généralistes et qui permettraient finalement d'assurer la permanence des soins plutôt que de se retrouver dans une situation où les services d'urgence sur un territoire accueillent des malades qui pourraient être traités par la médecine de ville et leurs médecins traitants normalement. Alors, autre point de votre programme, on sait que vous voulez sortir du nucléaire à une certaine échéance. Cela suppose évidemment de fermer des centrales nucléaires. Vous voulez en fermer déjà un certain nombre pendant votre quinquennat. Combien et qu'est-ce que vous faites des employés? Parce que je pense, chez nous, il y a par exemple il y a le Bugey, il y a le Tricastin, c'est chaque fois 2000 personnes, plus tous les commerces alentours. Vous faites comment pour toutes ces personnes? Moi, je souhaite engager la diminution de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Et c'est pas que je souhaite, je la mettrai en œuvre. Ça veut dire que j'engagerai la fermeture de toutes les centrales qui arrivent en fin de vie. Je le ferai parce que ça coûte très cher de prolonger leur espérance de vie. Toutes les centrales, avez-vous dit? Qui arrivent en fin de vie. Combien? Ça en fait combien? Ça fait à peu près, sur le quinquennat, plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, alors qu'on n'a pas pu en fermer une seule dans ce quinquennat. Oui, on n'a pas fermé Fessenheim parce qu'on a choisi de ne pas fermer Fessenheim. Mais il faut avoir... Peut-être aussi parce que ça coûte cher et que c'est compliqué. Oui, savez-vous, pouvez-vous me dire combien coûte le maintien ou le prolongement de l'espérance de vie de nos réacteurs nucléaires? Vous allez nous le dire? 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros qui renchérissent le coût de l'électricité produite par le nucléaire, qui le rapproche de facto du coût de l'électricité produite par des énergies renouvelables. Donc il n'y aura plus cet argument finalement discriminant en défaveur des énergies renouvelables selon laquelle l'électricité produite par l'éolien, par le photovoltaïque serait plus chère. Première chose. Et la seconde chose qui est tout à fait importante, c'est de savoir que deviennent les salariés du nucléaire. Moi, je souhaite qu'ils puissent évidemment d'abord s'impliquer dans ce que seront les métiers du démantèlement des centrales nucléaires. Ce sont des métiers extrêmement pointus, extrêmement qualifiés, et qu'ils basculent. Vous n'avez plus de travail, vous allez démonter l'usine. Oui, mais ça prend du temps. Hein. Ça se fait pas. C'est pas une affaire de 15 jours de fermer une centrale nucléaire, Yves Calvi. Et puis évidemment, les énergies renouvelables. Les rapports de l'OCDE montrent quoi? Que pour un emploi dans le nucléaire, vous en créez 6 dans les énergies renouvelables pour la même quantité d'électricité produite. Qui ne voit pas qu'il y a un gisement d'emplois considérable? Ce ne sont pas les débouchés en termes d'emploi qui manqueront. Il faudra former des milliers, des dizaines de milliers de salariés supplémentaires. Donc moi, mes inquiétudes, elles ne portent pas aujourd'hui sur celles et ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires. Elles consistent à savoir si nous arriverons à former suffisamment de salariés pour opérer
cette transition vers un modèle énergétique qui soit à la fois sobre en termes d'impact sur l'environnement, mais beaucoup plus sobre aussi vis-à-vis des risques qui existent par l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors, de surcroît, je rappelle que c'est l'indépendance énergétique. Hein. Le soleil et le vent, ils sont ici. L'uranium, il est ailleurs. Merci beaucoup Benoît Hamon, merci Francis Brochet, éditorialiste au Progrès et au Dauphiné, notre partenaire aujourd'hui de la presse quotidienne régionale dans cette matinale. On se retrouve dans un instant avec les grosses têtes d'RTL. Benoît Hamon est notre invité. Bonne journée à tous.